il y a quelque chose qui m'a marqué ce matin quand j'ai fait la visite de l'usine, c'est, le nombre de compétences, en interne, qu'il y a chez Zefal. Hem, on a vu des machines qui avaient plus d'âge, et qui permettaient de faire des choses ici à Jargeau et sans elles, tu serais obligé de sous-traiter ou de demander à je sais pas quel sous-traitant, ouais. Hem, est-ce que tu peux nous parler un peu des challenges justement alors des opportunités, mais aussi des challenges, que représente le fait de produire ici à Jargeau? Hem, donc après, il y a des sujets liés au Made in France qui sont plus ou moins, importants et prégnants, tu vois? Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler de, voilà, pourquoi c'est important de produire ici? Qu'est-ce que ça apporte et comme bénéfice, et qu'est-ce que ça apporte aussi comme challenge? Mmh. Alors, ouais, produire ici, nous, on l'a inscrit dans notre vision d'entreprise. La fierté de cet outil, de maîtriser ce qu'on propose en fait comme produit. Alors, un petit aparté quand même, sur notre chiffre d'affaires, 60% du chiffre d'affaires est produit ici. Donc, il y a quand même 40% sur lequel on reste, je vais envie de dire, agile. Et notamment tout ce qui est bagagerie, malheureusement, ça, c'est un métier qu'on n'a pas trouvé et qu'on ne trouve pas même en cherchant, là, en France, de pouvoir faire de la bagagerie de façon industrielle. Donc, j'en profite pour faire un petit appel à ceux qui t'écoutent, qui sont nombreux. On peut faire un appel. Mais aujourd'hui, la bagagerie, on l'a fait. Alors, on a des partenaires chinois là-dessus avec qui on s'entend très bien et qui font un excellent boulot, mais ils sont à l'autre bout du monde. Donc, sur les 60% qu'on produit ici, la gestion des compétences, en production, c'est un vrai casse-tête. Ouais. On a en fait ce qui va nous caractériser comme outil de production. Donc, je t'ai dit, on est un petit peu moins de 100 sur site. Par rapport au faible nombre de personnes, le nombre de métiers qu'on fait vivre ici est très important. Alors, il y a des métiers simples, entre guillemets simples, quelques spécialisations pour faire tourner quelques machines, du bobinage de fonte-jantes. C'est plus simple que de l'injection plastique, par exemple. Donc, on a des métiers plus complexes qui sont le travail des matières premières, donc la transformation du plastique, la transformation du métal. Je parlais du décolletage, un métier qui allie des compétences d'usinage sur lequel il y a plus trop de formation, et puis de la programmation, des outils numériques. Oui, c'est un challenge. Je peux rien dire plus que confirmer ce que tu viens de dire. La gestion de la matrice de compétences, la gestion des compétences et des emplois est un vrai sujet chez nous. On a 70 personnes dans l'usine, et quand tu regardes la matrice des compétences, les métiers, on en a une 30aine. Et après, il faut pouvoir doublonner les compétences. Parce que tu as un salarié qui est en vacances ou tu as un salarié qui tombe malade, qui démissionne du jour au lendemain, on peut pas se permettre de perdre un métier, quoi. Bien sûr, ouais. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai vu aussi des pièces, des petits trucs de rien du tout, où tu te dis, ouais, mais ça, ils pourraient très bien ne pas s'emmerder et faire produire en Chine. Justement, alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui sont produites ici, alors qu'effectivement, tu pourrais produire ailleurs? Est-ce que c'est... C'est de l'entêtement? Non. Ouais, mais tu t'entêterais pas s'il y avait pas une bonne raison pour le faire. Oui, puis le marché nous aurait déjà sanctionnés il y a longtemps, on serait plus là. Non, alors, je pense que ça a aussi la grosse intégration de Zefal qui fait que finalement, à partir de granulés de plastique, de feuillards d'alu, on arrive à faire un produit, une pompe, par exemple, une pompe complète. Cette grosse intégration des différents métiers, je pense que ça nous a sauvés dans les années les plus dures, qui sont les années 90-2000, là où je peux citer des vieux noms de marques françaises qui ont coulé, quoi, qui se sont fait avoir par les Shimano et tous les consorts asiatiques, parce que finalement ils perdaient leur marché parce qu'ils avaient plus
la rentabilité et pas l'innovation aussi, mais plus la rentabilité, les sous-traitants dans l'industrie, c'est en même temps qu'ils disparaissaient. Nous, on était quand même moins à la merci des faillites de nos sous-traitants parce qu'on faisait plus de choses en interne. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de petits produits qu'aujourd'hui les Chinois savent faire. Avec un salaire horaire 5 fois moins élevé que le nôtre. Hein. Pourquoi on continue à vendre? Bah déjà, il y a un effort marketing, hein, c'est de promouvoir le Made in France. Voilà. Si on n'a pas envie demain d'être tous des chômeurs, qu'achetons des produits asiatiques, bah il y a des gens qui font confiance au Made in France. On essaye toujours de rester dans les prix du marché. Alors, on va se positionner moyen haut de gamme, mais pas très haut de gamme. On n'est pas des artisans, on va pas se permettre une année de plus avoir de marché. Enfin, il y a quand même 100 bouches à nourrir. Donc, on essaye de rester dans le marché. On a des objectifs de prix de revient et il nous arrive de pas sortir des beaux produits qui nous feraient envie. Parce que le commercial dit moi avec mon réseau actuel, commercial marketing finalement, je peux pas faire des miracles. Et on reste raisonnable sur cette gamme de prix. Voilà. Après, on est proche de notre marché, donc ça nous aide. Et puis enfin, si on avait tout délocalisé, il y aurait un autre risque. C'est que par rapport à, on se parlait de Decathlon, mais on peut parler de plein d'autres, mais même des marques de vélo. Ces gens-là qui ont développé des MDD d'accessoires, qu'est-ce qu'on apporterait? On n'a pas leur réseau, on n'a pas la marque de vélo derrière, on n'a pas tous les magasins Decathlon. Donc on serait une pure une marque de distributeur sans être un distributeur. On aurait peut-être fini racheté par un grand groupe juste pour la valeur de la marque. Mais on n'aurait pas fait vivre cette belle histoire qui est aussi vieille que la fabrication des vélos, quoi. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce que tu nous expliques, c'est que le fait de produire ici t'apporte de la réactivité et de la capacité à répondre à des besoins, des usages hyper rapidement. Ce qui a probablement donc sauvé l'entreprise dans les années difficiles. Ce qui vous a également permis pendant le Covid, si j'ai bien compris, de doubler le chiffre d'affaires, enfin quasi doubler le chiffre d'affaires, de passer de 11 à 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Attends, est-ce que tu peux nous parler de ça justement? L'époque Covid? Ouais. 11 à 19,9 même. On a raté les 20 millions à pas grand-chose. C'était en 2021. Alors c'est vrai que cette époque Covid, on s'en souvient tous un petit peu, je pense. Ça avait complètement désorganisé le transport, notamment le transport maritime. Où les conteneurs avaient pris, étaient passés de 4 000 à 20 000 $ le conteneur. Exactement. Ouais. Mais au-delà du prix, ça avait renchéri. Il y a une inflation liée au Covid. C'est qu'on ne trouvait rien. C'est qu'il y avait plus de conteneurs, on n'arrivait plus à charger. Pendant 3 mois, le trafic s'est arrêté avec les différents confinements. Quand il a fallu reprendre, il y a eu un boom alors spécialement dans le vélo, mais de toute l'économie, et il y avait plus de conteneurs pour embarquer la marchandise. Donc nous, en produisant en France, c'était évidemment du pain béni, en tout cas pour les marchés proches de chez nous. On continuait à pouvoir produire, à pouvoir faire. Voilà, donc c'est ça qui nous a beaucoup boosté. La part du négoce, la part des produits qu'on fait, la part dans nos ventes des produits qu'on fait faire en Asie notamment, elle a complètement diminué parce que ce qui a explosé, c'était la production ici. Voilà. Après, je dis ça, mais on est fier d'être dans une économie mondialisée et d'être un exportateur. Donc, moi, je suis très content aussi de me battre sur les marchés export. Hein. Mais le Covid a beaucoup boosté quand il y a eu cet attrait pour le vélo. On s'est retrouvé à vendre des produits à foison. Bah, d'ailleurs, on en a vendu trop, hein, et on le savait. Shimano le savait aussi. Ils ont refusé d'ouvrir de nouvelles usines et ils ont très bien fait. Nous, on a embauché quand même pas mal. On a musclé nos moyens de production sans aller non plus investir des choses qu'on n'aurait pas investies de toute façon. Et ça nous a permis de surperformer même notre marché qui était en plein essor. Voilà, à cette époque, les années 2020-2021. Après, les accessoires de vélo, on a eu peut-être un petit peu... on est secondaire par rapport au marché du vélo, on va dire.
Donc le vélo, les vélos complets sont continués à se vendre jusque 2022 voire 2023. Alors que nous, on a bien vu qu'à un moment, la chaîne de distribution, elle avait plus de place pour stocker, elle avait plus d'argent parce qu'ils commandaient comme des fous pour répondre à un besoin qui était finalement légèrement plus important que d'habitude, mais pas à la hauteur des commandes. Donc les accessoires de vélo, plus rapidement, on s'est pris le contre-coup de tout ce qu'on avait vendu en trop et qui était stocké dans les réseaux de distribution. Mais c'est reparti plus vite aussi que les vélos. Aujourd'hui, il y a encore des marques de vélos qui tirent la langue, qui parient sur 2026 ou 2027 pour le retour à la normale. Hein. Donc c'est pour ça que tu me dis on a peut-être un peu trop vendu. Oh oui, ouais. On n'a pas trop vendu si tu veux, mais les gens nous ont trop commandé. Ouais. Tu vas pas refuser une vente non plus, mais clairement, quand tu te retrouves à doubler ta taille, même si tu sais que tu surperformes ton marché, le marché du vélo, il peut pas faire plus 60% comme ça. Ce qui s'est passé, c'est ce que les Anglais appellent le bullwhip effect. Donc un petit coup de boost sur la demande, surtout avec une offre qui était diminuée par ce qu'on disait sur le fret maritime. Donc les réseaux de distribution qui se retrouvent en rupture, les décideurs qui disent si c'est ça, attends, il faut en acheter le plus possible parce que il faut conjurer cette rupture en se gavant de produits, en surcommandant. Et ça, on l'a vu venir. Hein. Faut pas être un stratège. Comme je te dis, Shimano a bien vu que ça servait à rien d'augmenter leur capacité de production de 40 ou de 50% parce que dans le long terme, ça suivrait pas. Voilà. Donc on a bien profité. On a accepté de vendre ce que des acteurs surcommandaient, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, il y aurait un retour de bâton qu'on a eu. Non mais c'est marrant parce que je me dis si demain on avait la même situation, comment tu gérerais ça? Comment est-ce que tu penses que alors avec l'expérience évidemment qu'on a aujourd'hui, si une telle situation se représentait, comment est-ce que selon toi il faudrait gérer? Enfin comment est-ce que toi tu gérerais ça? C'est compliqué, hein. Garder la tête froide, je me dis que parfois je me suis aussi un peu emballé. Hein. On a du stock, alors notamment justement la partie qui venait de l'Asie, où on avait des gros délais, des ruptures d'approvisionnement, une grosse pression commerciale, à dire mais attends, on livre pas, on est en train de perdre des fortunes avec ce que on n'est pas capable de livrer. Il faut quand même garder la tête froide. Hein. Donc je pense qu'on changerait pas beaucoup non plus parce on n'a pas mis en danger la société, mais il y a clairement un moment où ça a commencé à se retourner. Nous, on avait eu les signaux de notre partenaire américain qui nous avait dit là, le marché, ça y est, il est dégueulasse. Et nous, on était au sommet de l'euphorie quand il nous a dit ça. Et c'était le moment de se dire revoyons le carnet de commandes d'achat et commençons à couper dedans. Okay. Et ça, je l'ai peut-être pas suffisamment fait. Donc, si j'essaye de décortiquer un petit peu ça, de jouer à l'entrepreneur, mais en gros, il aurait fallu pas trop recruter, produire à la capacité max des produits sur lesquels t'avais pas forcément besoin de trop acheter. Ouais, là, je pense que ce qui nous a coûté le plus cher dans cette étape-là, c'est vraiment les produits de négoce. La production, ça va. On a recruté avec le solde naturel de départ à la retraite. Alors, on a dû faire du chômage partiel quand même pendant Donc, c'était les activités, les ACPE, si je me souviens bien, tout ce qui était fait pour aider notamment l'industrie automobile où ils avaient plus du tout de boulot. Mais sur la partie production, on n'a pas fait de grosses conneries. Ça coûte plus cher sur la partie négoce. Okay. Parce que là, t'as des délais qui étaient devenus parfois un bateau entre la Chine et l'Europe, c'était 1 mois, quoi, en gros. Les délais d'approvisionnement, ils sont passés d'un coup entre 2 et 6, 8 mois, si je compte. On pouvait plus réserver de place sur un porte-conteneur. Parce qu'on pouvait plus même avoir un conteneur dans lequel livrer. Donc quand c'est comme ça, on dit c'est pas un problème, on va anticiper de 8 mois. On va donner, et t'as des fournisseurs qui nous disaient, moi, je veux bien produire pour vous, mais je suis sous l'eau, parce que j'ai trop de demandes. Il faut que vous vous engagiez sur 12 mois et plus. Donc là, t'es en pleine euphorie, tu t'engages sur des trucs. Alors, on a essayé d'être prudent quand même quand on a fait ça. Mais c'est ça qui nous a coûté cher.
Donc vive la production locale, Ouais. qui nous permet d'être plus réactifs et de pas s'enfoncer du stock et de manger sa trésorerie dans ces périodes-là. Ouais. Compliqué. Donc justement, si on revient au challenge de la production locale versus les opportunités, vous avez la capacité de produire en local, à répondre plus ou moins rapidement à des usages émergents. Donc on parle du vélo assistance électrique, plus récemment, hein, on parle du gravel, on parle du bikepacking, sur lequel vous avez développé des gammes de produits, adaptés assez rapidement. Hem, mais là-dessus, il y a quand même des produits qui effectivement pourrait être sourcé pour moins cher en Asie, parce que la main-d'œuvre ici est nécessairement plus chère. Comment est-ce que vous évaluez justement ce que vous fabriquez ici versus ce que vous sous-traitez ou ce que vous importez? Je crois que en fait, au-delà du problème de coût de main-d'œuvre, il y a le problème de savoir-faire. C'est ce que je te disais sur la bagagerie. Le problème, c'est pas. Alors peut-être que si on trouvait, ou on pourrait trouver des artisans pour nous faire des sacoches de vélo qu'on achèterait 300 €. Je te dis une Mmh. bêtise, mais avec les marges des différents acteurs, on n'en vendrait aucune. Non, le problème, c'est il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de savoir-faire, quoi. Il y a plus de savoir-faire en France. C'est quelque part, c'est très plaisant d'aller en Asie avec un projet, parce qu'ils sont hyper disponibles. Tu vas voir n'importe quel acteur, il va pas maîtriser tous les process que tu lui demandes, mais il sait que dans un rayon de 20 kilomètres, il va trouver les acteurs qui vont l'aider à faire ton produit. Bon, parfois, les Asiatiques en rajoutent un petit peu, te disent oui, il n'y a pas de problème, et tu verras les problèmes plus tard. Mais finalement, on essaye de faire des produits en France quand on peut les faire en France. Et c'est une Euh, question de savoir-faire principalement? ouais, c'est une question de Ouais. savoir-faire. Pas une Tu question prends de la coût? soudure. Ouais. Avant qu'on aille refaire des cadres de vélo en alu en France, ça se passait du temps, hein. Les meilleurs soudeurs, et les meilleurs même en qualité, ils sont asiatiques, ils sont chinois. Moi Zefal ferait des vélos, en tout cas sur des vélos en alu, on n'irait pas essayer de les faire en France, hein. Puis on a vu parfois des gens qui ont essayé, là je parle de Angel, d'essayer de refaire des cadres en France. C'était cher, c'était pas bon, ça a coulé la boîte. Donc en fait, on va essayer de faire des produits en France, ouais, je te dis, quand on peut les faire en France. Parfois, on sera pas toujours au prix. Et dans ce cas-là, oui, on peut se dire, bah celui-là, tant pis, on va le faire en Asie. On travaille l'électronique, hein, on a parlé de la pompe, mais maintenant on a de plus en plus de demandes pour des gonfleurs électriques. Bon, voilà, j'en dis pas plus, mais on veut répondre à cette demande. On n'y arrivera pas ici. Donc là, pardon, mais on part d'un besoin exprimé par le marché qui te dit: «Nous, on veut des gonfleurs électriques». Toi, tu dis: «Bah, OK, super, allons-y», et tu regardes qu'est-ce qui se fait en termes d'offres, enfin en termes d'offres de fournisseurs ou même de partenaires ici en France, et en fait, tu observes qu'il y a rien. Ouais. OK. Ouais, sur l'électronique, je vais pas, en fait, Ouais. Oui, bon. on pourrait trouver, mais on ferait des projets alambiqués. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on a quand même encore un peu d'industrie en France, hein, faut pas être trop négatif, notamment l'industrie automobile, mais quand vous arrivez avec des petites séries, c'est compliqué. C'est compliqué, vous intéressez pas les gens, ils vous répondent pas. Un Chinois, tu lui montres un plan de produit, tu lui dis je veux en avoir 1000, il est aux anges, quoi, il te répond oui. Donc c'est ça aussi les challenges, c'est qu'on a une industrie qui est peut-être un peu moins flexible, et un réseau industriel qui est plus dur à travailler sur des quantités intermédiaires. Quand tu vas avoir un nouveau produit, tu veux tester le marché, tu auras plus de répondants chez des faiseurs asiatiques que des faiseurs français. C'est pour ça que nous aussi, on maintient ici, parce que ça nous permet d'avoir ce que justement on ne trouve pas chez d'autres partenaires français. Ouais. Avec la position que tu as, j'imagine que tu as une vision assez
vision assez d'ensemble peut-être de l'industrie française. Enfin, j'imagine que tu observes un petit peu ce qui se passe autour de toi dans le vélo. C'est quoi ton sentiment aujourd'hui par rapport justement à la partie production, à la partie localisation? C'est quoi les tendances que tu vois et comment tu perçois ça? Moi, je vois quand même une recherche. Alors, je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais une recherche de procédés différents sur lequel on peut être compétitif en France. Et là, je pense beaucoup au travail sur les matériaux. Alors, je vais parler de plastique, qui est pas forcément toujours très en vogue, mais tu avais reçu Ultima. Oui. Ah voilà, on travaille, on va pouvoir faire un vélo technique avec des procédés. Enfin, on va pouvoir, oui, faire de la technique avec des procédés qui vont demander moins de main-d'œuvre, parce qu'on sait très bien qu'on est désavantagé quand on va travailler là-dessus. Ça, je vois ça comme un bel échappatoire et une belle façon de redévelopper une industrie là où on n'est pas compétitif. Et après, je pense que c'est pas la vision d'aujourd'hui qui va dire comment demain sera fait. Il y a tellement d'incertitudes géopolitiques, la Chine, Taïwan, ce qui se passe à l'est de l'Europe, enfin, ce qui se passe aux États-Unis, que finalement demain les cartes peuvent être battues très vite. C'est possible que demain on puisse plus acheter des produits chinois. Ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'on est prêt? Ah, on sera pas prêt, hein, mais l'homme est malléable, il s'adaptera. Hein. On fera peut-être un grand bond en arrière, mais en tout cas nous on sera là pour faire vivre le vélo en France avec d'autres irréductibles gaulois. Ouais. Qu'est-ce que justement ça dit selon toi de la dépendance qu'on a, et on l'a vu pendant la période Covid, de la dépendance de la France versus Asie pour en tout cas l'industrie du vélo. Est-ce qu'on est, selon toi, trop dépendant? Est-ce que tu penses qu'on est au juste milieu? Est-ce que tu penses qu'on devrait relocaliser? Enfin... Le vélo, c'est que du vélo. Si demain il y a une guerre mondiale et qu'on se dit bah merde, on peut plus acheter de vélo en Chine, on aura d'autres soucis. Oui, moi, enfin, évidemment que je vais dans ma position, je vais dire, on devrait faire plus de made in France. C'est ma position, c'est mon credo. On essaye justement de mettre en avant. Et si t'es là aujourd'hui aussi, c'est pour ça. Hein, c'est pour mettre en avant les efforts qu'on fait à faire travailler une industrie française, mais y compris dans le vélo où les Chinois savent tout faire déjà. Les Chinois taïwanais, enfin, et les Japonais aussi. Donc oui, j'ai envie de te dire ça. Maintenant, c'est du vélo. On fait ça par passion et par plaisir. Dans la pyramide de Maslow, les besoins essentiels humains de survie, ils n'ont pas besoin de vélo. Mais alors évidemment, on se projette dans un contexte où tout va bien, où le vélo fait quand même partie de nos vies et où c'est évidemment essentiel de faire du vélo pour notre bien-être. Est-ce que tu as l'impression que des démarches comme le plan vélo, par exemple, sont des démarches qui peuvent améliorer les choses? Est-ce que c'est ça qui, à ton avis, peut aider les entreprises françaises à relocaliser ou en tout cas produire plus en France? Ouais. Alors, il faut que je fasse attention à pas répondre d'une façon politique. Hein. On veut pas faire de politique. Non, bien sûr, tout aide est bonne à prendre. Le plan vélo part d'une bonne idée et la France a été avec les plans quinquennaux, là, si on parle de l'après-guerre, de Gaulle et compagnie, a réussi à développer une vraie industrie avec des plans ambitieux. Voilà. Maintenant, je pense que on est dans un contexte concurrentiel où on part défavorisé, donc tout aide est bonne à prendre, mais on peut se poser des questions plus essentielles sur pourquoi l'industrie en France a diminué ces 40 dernières années et au-delà du vélo. C'est quoi ta réponse à ça, toi? Ah bah il y a beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'on accepte de jouer dans un jeu où on est perdant d'avance. Je pense qu'il y a des limites justement au libre-échange et à la mondialisation. Alors, Tu veux me faire parler de politique là ou quoi? Non, mais plutôt de
allez, de commerce international et d'industrie, parce que effectivement, là, on est dans un contexte dans lequel les États-Unis nous disent bon, bah, en gros, on met 200% de taxes sur les produits français qui arrivent aux États-Unis. On est sur des 25% de taxes sur les produits canadiens. On est sur je sais pas combien, 100% de taxes sur les produits chinois qui arrivent aux États-Unis. Donc, on a effectivement du protectionnisme qui se met en place, alors que bon, bah, en fait, enfin, c'est pas forcément la meilleure solution dans tous les cas. Toi, tu nous dis que peut-être qu'un peu de protectionnisme, ce serait pas si mal. Ouais, de Sans façon rentrer intelligente. Non, mais sans rentrer dans les détails, peut-être que tu peux nous donner un aperçu de ton avis là-dessus. Bah, en fait, le protectionnisme, il existe déjà, hein. Un vélo qui arrive de Chine, enfin, tu le sais, il y a une taxe anti-dumping en Europe. Il prend déjà 50% de droits de douane. Ce qui est valable sur les vélos, mais pas sur nos accessoires, malheureusement. Enfin, malheureusement. Et alors, la concurrence asiatique, nous, on la prend de pleine face, et sans droit de douane. Ouais, alors les 200% de ce que font les États-Unis en ce moment, c'est un peu de l'esbrouf pour faire de la négociation géopolitique. Hein, oui, sachant que pour le moment, c'est pas signé, c'est bah pas acté. non, Ouais. c'est jouer au bras de fer. C'est comme ça qu'on récupère le canal de Panama. Enfin bon, voilà, c'est la méthode Trump. Je pense pas que faire de l'esbrouf soit ça qui aide à construire. Et puis, quand on investit dans l'industrie, on a besoin de perspectives à 10, 15 ans. On peut pas avoir quelqu'un qui arrive et qui, au bout de 3 mois, a triplé les droits de douane, sachant que ça durera peut-être pas parce que c'est juste un argument de négociation géopolitique. Maintenant, moi, je trouve ça anormal que on ait structurellement un déficit commercial, la France. Là, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas très envie de parler de politique parce que c'est au-delà du vélo. Si on faisait du commerce avec un pays qui était plus fort que nous pour faire du vélo, mais qu'on lui vendait des lave-linges en échange, je trouverais que le commerce mondial fonctionnerait très bien. Maintenant, le problème, c'est que tous nos produits, l'atelier du monde, est en Chine. Tu me parlais de dépendance, bah oui, on a une sacrée dépendance. On arrive encore à se nourrir, je pense. Si demain il y avait des frontières, on arriverait à se nourrir. À se défendre, on voit que c'est un petit peu compliqué, l'armement, mais on a encore une industrie. Et puis tout le reste, on l'a vendu aux pays qui veulent bien produire, hein. La Chine en premier lieu. Donc je pense qu'un petit peu de protectionnisme, mais de façon intelligente, ou un droit de douane uniforme sur l'ensemble des biens et services, serait de nature à équilibrer le commerce et à faire en sorte que les gens travaillent ce qu'ils consomment ou consomment ce qu'ils ont apporté en travail. Est-ce que pour équilibrer un petit peu ça et pas mettre trop de protectionnisme, on pourrait aussi favoriser aussi la production française, valoriser des métiers, parce que c'est pas, si on dit bon bah ok, on va mettre des taxes, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une alternative. Il faut aussi qu'on ait des produits de qualité fabriqués localement, qui soient commercialisés à un prix attractif pour compenser ça justement. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je vais arrêter de pas avoir ce discours un peu pessimiste. Non, mais on est, nous, ça fait partie de nos efforts et ça fait partie d'une dynamique. Appelle ça la RSE parce que c'est l'acronyme en vogue en ce moment, mais on peut pas, enfin, ou appelle ça du marketing même plutôt, je préfère. On peut pas se battre un petit peu parfois à contre-courant pour produire ici tout ce que tu disais avant et ne pas avoir envie de le mettre en avant. Donc nous, on travaille par exemple à ouvrir notre usine aux visites. Et là, il y a plein d'enjeux. Il y a ces enjeux de consommateurs qui ont envie d'acheter du made in France, mais pour qui aujourd'hui, s'ils achètent du produit Zefal, c'est pas assez concret. Une fois qu'ils auront vu comment ça se produit, ils le sauront. Ils le verront et ils pourront être fiers d'acheter du produit français. Il y a le fait de faire naître des vocations. On a notre problème en France, contrairement même à d'autres pays, à nos pays voisins, c'est que l'industrie n'attire pas. Moi, quand j'étais jeune collégien, lycéen, et toi aussi, les métiers techniques, c'était les voies de garage.
Voilà, donc ouvrir l'usine pour montrer ces métiers techniques, j'aime beaucoup cette expression d'intelligence de la main, que montrer que l'intelligence de la main ouvre des belles perspectives. Voilà, qu'être un bon mécano. Et alors les gens se passionnent pour la mécanique sur leur vélo, mais il a fallu qu'ils fassent des études de commerce, d'ingénieur poussé, où finalement ça manquait de concret. Je te rejoins, pardon, mais je te rejoins à 100%. Parce que moi, j'ai fait par exemple une école de commerce. Et l'école de commerce, c'était le truc le plus classique, on va dire, parce que je pouvais pas faire ingé, parce que j'avais des sales notes en maths. Et c'est vrai que moi, voie de garage, la voie de technicien, quelque chose que, en gros, mes parents me disaient, mais attends, mais tu vas voir comment tu vas finir, tu vas faire voie de garage. Et maintenant, quand je vois, avec le recul que j'ai, les machines que vous avez là, le savoir-faire que vous avez, ce que vous êtes capable de produire, mais moi je m'éclate en fait quand je vois ça. Et plus largement, j'ai eu l'occasion d'aller à l'école des arts et métiers à Bordeaux. J'ai vu les machines sur lesquelles les étudiants se forment. Et c'est incroyable. C'est incroyable de voir tout le savoir-faire qu'on peut acquérir en école d'ingé si on a envie de créer des choses de ses mains. Et donc toi, en fait, ce que j'entends, c'est que en ouvrant justement l'usine, l'accès à l'usine, tu valorises du coup les métiers et tu fais en sorte qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. C'est ça? Oui. Tu recrutes tes futurs collaborateurs, comme on nous dit, mais même si tu recrutes pas directement, tu fais comprendre, et il y a des choses qui sont très bien faites dans les stages de 3e maintenant, où les jeunes vont comprendre ce qui se passe dans une entreprise, mais c'est encore mieux s'ils comprennent ce qui se passe dans une usine, parce que c'est quand même ou dans les champs, mais voilà, il faut qu'on arrête de faire tous du service. Des vidéos, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, je suis désolé Taïo. Non mais ouais, on en a besoin. En plus c'est cool. En plus on apprend à faire des choses et à créer des objets. Donc venez chez Zéphal, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais ce que tu vois, tu l'as vu, ton dernier podcast avec Stéphane Guillaume, c'est que finalement pour voilà ce gars-là qui a fait un podcast génial, qui est hyper technique, là où il va le plus s'éclater, c'est en allant à Taïwan. Ouais. Et merde. Ouais. Alors justement, si on veut venir visiter le site à Jargeau, comment ça se passe? Pour l'instant, on n'a pas ouvert au grand public. Okay. Donc ça, c'est un de nos projets. C'est un projet qui nous coûte cher, donc on est en train de voir à quel horizon on va l'ouvrir. Mais oui, ça nous intéresse à court moyen terme de pouvoir recevoir des gens et faire visiter l'usine. Et puis qui plus est, comme je te disais tout à l'heure, il y a la Loire à vélo, donc l'Euro Vélo 6 qui passe juste derrière l'usine, là, qui passe sur la levée de la Loire et qui surplombe l'usine. C'est aussi l'occasion de rencontrer des clients, parfois étrangers, parce que sur la Loire à vélo, il y a beaucoup d'étrangers, et de leur montrer qu'on est là, qu'on existe, et ce qu'on fait, quoi, et de faire finalement du marketing, de la démarche commerciale là-dessus. Marketing direct, quoi. Ouais.